Je suis persuadé que vous qui m'écoutez avez une chaussure ou un accessoire de sport Nike, ou bien vous avez quelqu'un dans votre entourage qui en a. Les Jordan de Michael Jordan, les Mercurial de CR7 ou d'autres. La marque Nike est portée fièrement par les plus grands athlètes de tous les temps. Et elle domine les autres marques d'équipements de sport. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui est la personne qui est à l'origine de cette marque? Comment il a réussi à bâtir cet empire et comment il a réussi à dominer toutes les autres marques comme Adidas par exemple qui étaient là sur le marché des dizaines d'années avant lui. Dans cet épisode, je vous parle de Phil Knight, l'homme qui a eu l'idée de construire Nike. Je vous parle de son parcours, ses stratégies, son management, les problèmes qu'il a eu en cours de route et bien d'autres. Après avoir terminé cet épisode, après avoir lu sa biographie, je me suis dit, avant j'étais fan de Nike, mais là je suis encore plus fan. J'aimais les Jordan, là je les aime encore plus. Mes chaussures de running Nike, je vais en racheter de nouvelles parce que j'aime sa vie, j'aime son parcours. Et Nike était cette marque qui était vraiment là pour les sportifs. Bon, je vous en parle dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast des héros. Nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. Est-ce que vous savez que ce podcast est disponible gratuitement sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres? Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, laissez une bonne note s'il vous plaît pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Si vous voulez lire le livre dont je parle dans cet épisode et avoir toute l'histoire et ses enseignements en entier, c'est simple. Utilisez le lien que j'ai rajouté dans la description de cet épisode. Quand vous utilisez ce lien-là pour l'acheter, vous aidez vraiment le podcast. Car les épisodes que je fais sont disponibles gratuitement partout, mais votre achat via ce lien spécifiquement sponsorise en quelque sorte ce podcast. Et je vous remercie infiniment. Notre personnalité, notre destin, notre ADN. Les lâches n'ont jamais commencé, me disait-il. Et les faibles sont morts en cours de route. Il ne reste plus que nous. Nous, mon professeur croyait qu'une rare souche d'esprit pionnier avait été découverte le long de ce sentier. Une sorte de sens surdimensionné de possibilités mélangées à une capacité réduite pour le pessimisme. Et c'était notre travail en tant qu'Orégoniens de maintenir cette souche en vie. Comme tous mes amis, je voulais réussir. Contrairement à eux, je ne savais pas ce que cela voulait dire. De l'argent, peut-être, une femme, des enfants, une maison, bien sûr, si j'avais de la chance. Ce sont des objectifs auxquels j'ai été encouragé à aspirer. Et une partie de moi aspirait effectivement à les atteindre, instinctivement. Mais au fond de moi, je cherchais quelque chose d'autre, quelque chose de plus. J'avais une sensation douloureuse que notre temps est court, plus court que nous ne le pensons, court comme une course matinale. Et je voulais que le mien soit significatif, et plein de sens, et créatif, et important. Avant tout, différent. Je voulais laisser une marque sur le monde. Je voulais gagner. Non, ce n'est pas ça. Je ne voulais simplement pas perdre. Et puis, ça s'est produit. Alors que mon jeune cœur commençait à battre à la chamade, que mes poumons roses s'étendaient comme les ailes d'un oiseau, que les arbres se transformaient en flou verdâtre, je voyais tout devant moi, exactement ce que je voulais que ma vie soit. Un jeu. Mais le rêve ultime est toujours d'être un grand athlète. Malheureusement, le destin m'avait rendu bon, mais pas excellent. À 24 ans, j'étais enfin résigné à ce fait. J'avais couru sur les pistes à Oregon et m'étais distingué. Mais c'était tout, la fin. Maintenant, alors que je continuais à courir à un rythme soutenu de 6 minutes par mile, que le soleil levant mettait le feu aux aiguilles basses des pins, je me demandais, et s'il existait un moyen, sans être un athlète, de ressentir ce que les athlètes ressentent, jouer tout le temps au lieu de travailler, ou bien apprécier tellement le travail qu'il devienne essentiellement la même chose. Le monde était tellement envahi par la guerre, la douleur et la misère. La routine quotidienne était tellement épuisante et souvent injuste. Peut-être que la réponse, je pensais, était de trouver un rêve prodigieux, improbable, qui semblait valoir la peine, qui semblait amusant, qui semblait correspondre à mes envies, et le poursuivre avec la détermination et le but d'un athlète. Qu'on le veuille ou non, la vie est un jeu. Celui qui nie cette vérité, celui qui refuse simplement de jouer, reste sur la touche. Et je ne voulais pas ça.
Plus que tout, c'était la chose que je ne voulais pas. Ce qui conduit comme toujours à mon idée folle. Peut-être je pensais, peut-être ai-je besoin de jeter un dernier regard sur mon idée folle. Peut-être que mon idée folle pourrait tout simplement marcher, peut-être. À 24 ans, j'ai eu une idée folle. Et malgré mes angoisses existentielles, mes peurs pour l'avenir et mes doutes sur moi-même, comme tous les jeunes hommes et femmes de la mi-vingtaine, j'ai décidé que le monde était constitué d'idées folles. L'histoire est une longue procession d'idées folles. Les choses que j'aimais le plus, les livres, le sport, la démocratie, l'entreprise libre, ont commencé comme des idées folles. D'ailleurs, peu d'idées sont aussi folles que mon truc préféré, la course à pied. C'est dur, c'est douloureux, c'est risqué, les récompenses sont rares et loin d'être garanties. Alors ce matin-là, en 1962, je me suis dit, laissez les autres appeler votre idée folle. Continuez simplement, ne vous arrêtez pas. Ne pensez même pas à vous arrêter avant d'arriver là-bas. Et ne réfléchissez pas beaucoup à l'endroit où là-bas est. Quoi qu'il arrive, ne vous arrêtez pas. C'est le conseil précoce, prévoyant et urgent que j'ai réussi à me donner. Sorti de nulle part et que j'ai réussi à suivre. Un demi-siècle plus tard, je crois que c'est le meilleur conseil. Peut-être le seul conseil que nous devrions tous nous donner. C'était un extrait de la biographie de Phil Knight, le cofondateur de Nike. Bon, je prends cet épisode comme celui de Xavier Niel, l'épisode précédent. Et vous l'aurez constaté, là je commence aussi avec la lecture de sa biographie. Et en fait, sa biographie était en anglais. Et j'ai traduit quelques petits passages en français, du mieux que je pouvais, vu que je n'avais pas le livre en français sous la main. Donc c'est à partir de là qu'on va faire l'épisode. Et cette biographie est tellement bien écrite. C'est fait par lui-même. Genre, il arrive à un âge où il voulait transmettre son savoir, son parcours pour que ça inspire la nouvelle génération. Donc il a pris son temps, il a bien écrit sa biographie et il a détaillé, il est entré dans les détails de la création de Nike. Les problèmes qu'il a eu, tout. Et j'ai rajouté le lien vers le livre dans la description. Là, on est en 1962. Phil Knight, c'était un athlète. Et il le dit lui-même dans cet extrait, il n'était pas doué, il était bon, mais il n'était pas excellent. Du coup, il voulait trouver une autre chose à faire. Et il avait cette idée folle, cette idée que tout le monde qualifiait de folle. His crazy idea. Et il s'est dit, si seulement j'avais quelque chose à faire qui me donnait la même sensation que le sport. Si seulement je pouvais trouver un objectif qui me rendait aussi heureux que quand je pratique le sport. Du coup, il a eu cette idée. C'est quoi son idée? Son idée était très basique, d'importer des chaussures du Japon pour les vendre aux États-Unis. C'est simple. Mais cette idée-là, elle n'était pas trop dans l'air du temps parce qu'il y avait déjà de grandes marques d'équipements sportifs qui étaient présentes sur le marché américain. Adidas dominait le marché. Il y avait aussi Puma. Bon, il y avait plusieurs marques. Mais lui, il s'en foutait et il avait juste son idée, il voulait la réaliser. C'est tout ce qui comptait pour lui. Donc du coup, à l'âge de 24 ans, il décida de quitter les États-Unis pour aller au Japon. Mais avant ça, il voulait faire le tour du monde. Il voulait visiter le monde, plusieurs pays, plusieurs continents. Et il alla voir son père pour lui demander de l'argent pour financer ses voyages. Et son père ne l'a pas bien pris du tout. Il lui a fallu du temps pour accepter. Puis il alla voir son ami qui l'accompagna jusqu'à Hawaï. Ils ont quitté les États-Unis en 1962 pour atterrir à Hawaï. Et ils ont passé plusieurs jours à Hawaï. Et pour se faire de l'argent pendant leur séjour à Hawaï, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vendaient des encyclopédies. Mais très vite, Phil Knight se rend compte que vendre des encyclopédies, c'est difficile et les gens n'en voulaient pas. Il avait du mal à les vendre. Il ne savait pas pourquoi. Lui, l'idée que les gens n'en ont rien à foutre des encyclopédies, ça n'a même pas effleuré l'esprit. Donc du coup, il ne savait pas pourquoi. Et puis, un peu plus tard, il y a un homme très riche qui les a embauchés pour vendre des mutual funds. Mutual funds, c'est en anglais, en français, c'est fonds communs de placement, des fonds communs de placement. Et du coup, il rencontra un peu plus de succès dans la vente de ces mutual funds-là. Et puis un peu plus tard, le gars décida de quitter Hawaï. Il prit son courage à deux mains pour quitter Hawaï et enfin aller au Japon pour réaliser son idée folle. Et là, bam, il quitte Hawaï. Et quand il arrive au Japon, il se rend compte des dégâts qui ont été causés par les bombardements des Américains lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le gars était horrifié. Il y avait les maisons, les immeubles étaient en ruine. Les gens, la population était encore en train de se remettre de cette catastrophe. Bref, il entre bien dans les détails et il dit à quel point ça l'a marqué. Du coup, il s'est rendu dans la société japonaise qui fabriquait les chaussures qu'il aimait. Et le nom des chaussures, c'est les Tiger. Et le nom de la société, c'est Onitsuka.
Le gars, en se rendant là-bas, il avait son livre. Et le titre du livre, c'était How to Make Business with the Japanese. Un truc comme ça. Et il lisait ce livre sans cesse. Il avait mémorisé le livre, mémorisé les chiffres. Il avait mémorisé son pitch, quoi. Et le voilà, bam, il arrive chez Onitsuka et il leur fait sa demande de partenariat. Mais avant d'aller chez Onitsuka, ce que je n'ai pas dit et que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a créé sa société aux États-Unis. Cette société était Blue Ribbon. Et après l'avoir créée, il est allé au Japon. Et devant les Japonais, devant la société Onitsuka, voici son pitch. Comment il a présenté l'idée et voici leur réaction. Il dit « Je citais simplement ma présentation à Stanford, mot pour mot. Récitant les lignes et les chiffres que j'avais passé des semaines et des semaines à rechercher et à mémoriser. Et cela a contribué à créer une illusion d'éloquence. Je pouvais voir que les cadres étaient impressionnés. » Là, il parle des cadres d'Onitsuka. Ils étaient impressionnés, mais quand j'ai atteint la fin de mon argumentaire, il y a eu un silence gênant. Puis, un homme a brisé le silence. Puis, un autre. Et maintenant, ils parlaient tous les uns par-dessus les autres, à voix haute et excités. Bon, ils ne parlaient pas à moi, mais les uns aux autres. Puis, brusquement, ils se sont tous levés et sont partis. Était-ce la manière habituelle des Japonais de rejeter une idée folle, de se lever en unisson et de partir? Étais-je renvoyé? Que devrais-je faire? Devrais-je juste partir? Après quelques minutes, ils sont revenus. Ils portaient des croquis, des échantillons que M. Miyazaki m'a aidé à étaler devant moi. « Monsieur Knight, a-t-il dit, nous avons réfléchi pendant longtemps au marché américain. » Bon, il a répondu, « Vous avez, nous vendons déjà des chaussures de lutte aux États-Unis, dans le nord-est, mais nous avons discuté de nombreuses fois de la possibilité d'amener d'autres gammes dans d'autres endroits en Amérique. » Donc il se trouve que les gars d'Onitsuka cherchaient à s'étendre encore plus dans le territoire américain. Et l'arrivée de Phil Knight fut une bonne coïncidence, vu que le gars il n'a eu besoin que de demander, que de citer ses chiffres éloquents durant son pitch, et le voilà qui a son partenariat qu'il voulait. Je sais pas, il suffit juste de demander. Quand vous avez votre idée, souvent il suffit juste de demander. Là, il nous prouve qu'il a juste suffi qu'il aille vers les bonnes personnes, malgré l'angoisse, malgré la peur. Il a su se contrôler, se maîtriser et aller vers cette société et demander un partenariat, alors qu'il n'était que lui seul. Il était seul dans son entreprise. Il venait juste de la créer. Et le voilà qui a ce partenariat avec cette grande société. Et bam, le gars est heureux et il dit bon, j'ai mon partenariat. Et du coup, à partir de là, la société Onitsuka allait lui envoyer des chaussures, des samples, des échantillons de chaussures à son adresse aux États-Unis pour qu'il puisse les voir, et plus tard il allait vendre d'autres chaussures. Mais le truc c'est qu'à cette époque, tout n'allait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Ça prenait des mois. Donc il s'est dit, bon, en attendant, je vais faire le tour du monde que j'ai prévu de faire. Et là, il se rend, je parle bien de Phil Knight. Là, Phil Knight se rend dans plusieurs villes autour du monde, plusieurs continents, il visite et il apprend de nouvelles choses. Et une fois le tour du monde achevé, il rentra chez lui. Et plusieurs mois encore plus tard, les chaussures arrivèrent finalement. Sa société, qui ne s'appelait pas Nike à l'époque, ça s'appelait Blue Ribbon. Sa société avait désormais des chaussures qu'elle pouvait vendre. Et le business model était simple. Il paye des chaussures à l'avance, puis il les revend, et puis il repaye et il revend. Bon, un cercle un peu infini quoi. Je paye, je revends, je paye, je revends. Et comment il s'est pris pour avoir ses premiers clients? Déjà, il a commencé par démarcher les boutiques de sport qu'il y avait aux alentours de sa ville. Mais ce ne fut pas un succès. Et il raconte dans le livre qu'en allant dans ces boutiques-là, il s'est fait recaler direct. Les gens lui ont dit, mon petit, la dernière chose dont on a besoin dans ce monde, c'est d'une autre marque de chaussures. Parce qu'il y en avait tellement des chaussures de sport. Il y avait Adidas, comme je vous ai dit, Puma, il y avait plusieurs. Mais lui, il avait son idée, il voulait la réaliser. Il s'en foutait de la concurrence. Donc, le gars il décida de prendre une autre stratégie. Et sa nouvelle stratégie consistait d'aller directement vers les sportifs, les athlètes, et leur vendre les chaussures directement. Et ce fut un succès phénoménal. Le gars dit que c'était un succès tellement phénoménal qu'il avait du mal à remplir toutes les demandes. Et plus tard, des décennies plus tard, le voici qui analyse son succès. Lui qui avait du mal à vendre les encyclopédies et qui arrivait qui n'avait pas beaucoup de succès dans la vente des mutual funds, il se retrouve en train de vendre des chaussures tellement bien qu'il se demandait mais qu'est-ce qui a changé, pourquoi? Et voici comment il explique. J'ai conduit partout dans le Pacifique Nord-Ouest pour assister à diverses compétitions de course. Entre les courses, je discutais avec les entraîneurs, les coureurs, les fans et leur montrais mes produits. La réponse était toujours la même. Je n'arrivais pas à prendre les commandes assez vite.
En conduisant de retour à Portland, je me posais des questions sur mon succès soudain dans la vente. J'avais été incapable de vendre des encyclopédies et j'avais détesté ça. J'avais été légèrement meilleur dans la vente des fonds communs de placement, donc les mutual funds, mais je me sentais vide à l'intérieur. Alors pourquoi était-ce si différent de vendre des chaussures ? Parce que j'ai réalisé, ce n'était pas de la vente. Je croyais en la course à pied. Je croyais que si les gens sortaient courir quelques miles tous les jours, le monde serait meilleur. Et je croyais que ces chaussures étaient les meilleures pour courir. Les gens, sentant ma conviction, voulaient un peu de cette conviction pour eux-mêmes. Donc le gars, là, avec ça, il nous apprend que pour bien vendre, il faut croire en ce que vous vendez. Et ouais. Et au début de sa société Blue Ribbon, il s'associa avec son coach, Bill Bowerman. Son coach allait devenir un coach sportif légendaire aux États-Unis. Il a coaché plusieurs médaillés aux Jeux Olympiques et il a eu un grand impact sur l'athlétisme à son époque. Et Phil Knight admirait son coach. Et cet homme allait avoir un rôle très important dans Nike dans le futur. Et voici comment Phil Knight le décrit. Dur, brun, ancien, il possédait une souche préhistorique de masculinité, un mélange de courage, d'intégrité et d'entêtement calcifié, qui était rare dans l'Amérique de Lyndon Johnson. Aujourd'hui, c'est presque éteint. C'était aussi un héros de guerre. Bien sûr qu'il l'était. En tant que major de la 10e division de montagne, stationné haut dans les Alpes italiennes, Bowerman avait tiré sur des hommes et beaucoup avaient riposté. Son aura était si intimidante que je ne me souviens de personne ayant jamais demandé s'il avait réellement tué un homme. Comme tous les dieux anciens, Bowerman vivait sur une montagne. Sa majestueuse ferme était perchée sur le sommet au-dessus du campus. Et quand il se reposait sur son Olympe privé, il pouvait être vengeur comme les dieux. Bon, vu que son coach a rejoint son équipe Blue Ribbon en tant que cofondateur, ils étaient maintenant à 2. Et puis plus tard, il a recruté l'employé numéro 1, Jeff Johnson. Et cet employé a énormément contribué au succès et à l'image de Nike. Phil savait s'entourer de bonnes personnes. C'est une de ses qualités. Dans le livre, on voit qu'il a su construire une équipe excellente qui a su relever tous les défis. Nike a eu des tas de problèmes. Nike a été plusieurs fois au bord du gouffre. Si cette équipe n'était pas là, si Phil n'était pas aussi fort, c'est que Nike n'aurait pas existé. Sachez que vous pouvez avoir gratuitement la version audio de la plupart des livres dont je parle dans ce podcast. Oui, gratuitement, grâce à Audible. Audible est une plateforme où vous pouvez acheter et écouter des livres audio. Si vous utilisez mon lien, doumer.me/audible, donc doumer.me/audible, audible, doumer.me/audible. Bon, le lien est dans la description. Donc, si vous utilisez mon lien et que c'est votre première fois d'utiliser votre compte Audible, vous aurez le livre dont je parle dans cet épisode gratuitement ou n'importe quel autre livre audio de votre choix. En fait, j'aime les livres audio car ils sont super pratiques, surtout quand vous êtes dans les transports en commun ou dans une salle d'attente et que vous voulez faire bon usage de votre temps. Et à cette époque aussi, Phil Knight n'était pas à temps plein sur sa société. Du moins, il a cessé de l'être et il a pris un boulot. Donc, il travaillait pour une société, puis il était CEO de Blue Ribbon. Il faisait les deux en même temps. Et en plus de ça, il passait aussi quelques heures dans l'armée américaine. Et dans le livre, il nous parle aussi de la façon dont il gérait son business. Il gérait son business avec une intensité qui faisait qu'il était constamment sur le fil du rasoir. Genre, il veillait à au moins doubler ses ventes chaque année et se retrouvait souvent avec le solde de son compte bancaire, du compte bancaire de l'entreprise au rouge. Et ses banquiers n'aimaient pas ça. Ses banquiers détestaient ça. Et pour comprendre, il faut que vous voyez un peu comment est-ce que les banques fonctionnaient à cette époque. C'était un peu primitif. Là, on est en 1960, dans les années 60, 1962, 63 environ. Après avoir enregistré $8,000 de ventes au cours de ma première année, je prévoyais $16,000 pour ma deuxième année. Et selon mes banquiers, c'était une tendance très préoccupante. Une augmentation de 100% des ventes est préoccupante et je demandais. Votre taux de croissance est trop rapide par rapport à vos capitaux propres, a-t-il dit. Comment une si petite entreprise peut-elle croître trop rapidement? Si une petite entreprise se développe rapidement, elle renforce ses capitaux propres. C'est le même principe quelle que soit la taille, dit-il. La croissance hors de votre bilan est dangereuse. Là, c'est le banquier qui dit « La vie est la croissance. » Et je dis « Là, c'est Phil qui parle. Les affaires sont la croissance. Vous grandissez ou vous mourrez.
Et du coup, le banquier répond, ce n'est pas ainsi que nous le voyons. Autant dire à un coureur dans une course qu'il court trop vite. Ça, c'est Phil qui répond. Et puis, le banquier dit, ce sont des pommes et des oranges. Genre, ce sont des pommes et des oranges. Genre, c'est pas la même chose. Votre tête est pleine de pommes et d'oranges, j'ai voulu dire. Il voulait l'insulter. Pour moi, c'était un principe fondamental. Une croissance des ventes, plus la rentabilité, plus une possibilité de croissance illimitée, équivalait à une entreprise de qualité. Cependant, à cette époque, les banques commerciales étaient différentes des banques d'investissement. Leur focus myope était sur les soldes de trésorerie. Ils ne voulaient jamais que vous dépassiez votre solde de trésorerie. Bon, là, on voit l'atmosphère rigide, le fonctionnement rigide des banques de cette époque aux États-Unis. Et aussi, ils ne pouvaient pas juste changer de banque parce que les régulations étaient un peu plus strictes. Ils n'avaient que 2 options dans son État d'Oregon. Soit une banque, soit la banque qu'il avait refusée, et soit cette banque-ci avec laquelle il traitait. Donc du coup, il était un peu dos au mur. Mais bon, il aura plus de problèmes plus tard. Ça, c'est le plus petit de ses soucis. Puis, alors qu'il faisait son business calmement, il s'est rendu compte qu'il y avait une autre personne qui vendait les chaussures d'Onitsuka, la société qui produisait les Tigers, les chaussures qu'il revendait, la société japonaise. Du coup, le gars, il était scandalisé. Il se dit, mais la société que je suis allé voir au Japon, ils m'ont donné les droits exclusifs de vente de leurs chaussures aux États-Unis. Comment se fait-il qu'il y a une autre personne qui les vend? Et il alla voir le monsieur qui vendait les chaussures et il se trouve que ce monsieur-là avait aussi reçu les droits de vendre ses chaussures en exclusivité aux États-Unis. Donc Onitsuka était en train d'essayer de l'arnaquer, de l'entuber. Et c'est à ce moment-là que le début des ennuis. Les ennuis ont commencé avec Onitsuka. En plus de ça, Onitsuka livrait en retard. Il négligeait énormément Blue Ribbon, donc Nike. Il ne s'appelait pas encore Nike, mais bon. Et à cause d'Onitsuka, les clients de Blue Ribbon n'étaient pas contents parce qu'ils recevaient les chaussures un peu en retard dû au problème de livraison que Blue Ribbon avait avec Onitsuka. Du coup, il s'est rendu chez Onitsuka à plusieurs reprises. Lors de la première visite, Onitsuka lui garantit les droits de livrer, de vendre les chaussures en exclusivité sur une partie des États-Unis. Et il fit une deuxième visite où, après cette visite, Onitsuka décida de lui donner les droits exclusifs encore une autre fois. Bon, cette fois-ci, il disait qu'il serait plus sérieux et ils allaient respecter le contrat cette fois-ci. Donc du coup, Onitsuka lui donna les droits exclusifs. Mais malgré ça, quelques années plus tard, Onitsuka a décidé de les arnaquer, d'arnaquer Blue Ribbon une deuxième fois et de couper brutalement les ponts. Et vu que Blue Ribbon avait pour seul fournisseur la société Onitsuka, donc Nike ou Blue Ribbon à cette époque a presque fait faillite. Mais heureusement que les gars ont tenu bon. Et au bord du précipice, le jour même que Onitsuka avait décidé de couper les ponts, il fit ce discours qui ralluma la flamme, la rage de vaincre, la rage de conquérir chez ses collaborateurs. Pendant ce temps, jusqu'à ce que tout se règle, nous sommes complètement seuls. Nous sommes à la dérive. Nous avons cette nouvelle ligne, Nike. Bon, là, il venait de créer Nike et il démarchait d'autres entreprises, d'autres fournisseurs pour remplacer Onitsuka. Mais ce n'était pas gagné du tout. Donc, je reprends. Nous avons cette nouvelle ligne Nike que les représentants de Chicago semblent aimer. Mais bien franchement, c'est tout ce que nous avons. Et comme nous le savons, il y a de gros problèmes de qualité. Ce n'est pas ce que nous espérions. J'ai regardé la table. Tout le monde s'effondrait, s'affaissait en avant. J'ai regardé Johnson. Il fixait les papiers devant lui. Et il y avait quelque chose dans son beau visage. Une qualité que je n'avais jamais vue auparavant, la résignation. Comme tout le monde dans la pièce, il abandonnait. L'économie nationale était en chute libre, une récession était en cours, des files d'attente pour l'essence, des blocages politiques, une montée du chômage. Nixon était Nixon, le Vietnam, on aurait dit la fin des temps. Tout le monde dans la pièce s'inquiétait déjà de savoir comment ils allaient payer leur loyer, leur facture d'électricité. Et maintenant ça, j'ai éclairci ma voix. Donc, en d'autres termes, ce que j'essaie de dire, c'est que nous les avons là où nous les voulons. Là, il parle de Onitsuka. Johnson a levé les yeux. Tout le monde autour de la table a levé les yeux. Ils se sont redressés. Ce moment-là, c'est le moment que nous attendions. Notre moment. Plus de vente de la marque de quelqu'un d'autre. Plus de travail pour quelqu'un d'autre. Onitsuka nous retient depuis des années. Leur retard de livraison, leurs commandes mélangées, leur refus d'entendre et de mettre en œuvre nos idées de conception, qui parmi nous n'en a pas assez de traiter avec tout cela. Il est temps que nous fassions face aux faits. Si nous allons réussir ou échouer, nous devrions le faire selon nos propres termes, avec nos propres idées, notre propre marque. Nous avons réalisé 2 millions de ventes l'année dernière
dont rien n'avait à voir avec Onitsuka. Ce chiffre était un témoignage de notre ingéniosité et de notre travail acharné. Ne regardons pas cela comme une crise, regardons cela comme notre libération, notre jour d'indépendance. Oui, ça va être dur, je ne vous mentirai pas. Nous allons définitivement entrer en guerre, les gars. Mais nous connaissons le terrain, nous connaissons notre chemin autour du Japon maintenant. Donc du coup, voilà le discours qu'il fait quand Onitsuka décide de se barrer, de les laisser là et d'aller trouver d'autres distributeurs américains. Les gars, ils venaient de créer la marque Nike. Ils venaient de commander des chaussures chez un fabricant, mais les chaussures étaient de mauvaise qualité. Donc tout le monde avait le moral très bas. Et voilà le discours qu'il sort. Et ce discours a fonctionné tellement bien que les gars se sont remis à charbonner. Et à charbonner, ils ont réussi à faire en sorte que Nike soit une marque aimée de tout le monde. Mais il allait avoir d'autres ennuis. Il allait avoir un tas d'ennuis. 10 ans après avoir créé Nike, le futur était toujours incertain. 10 ans. Genre, la preuve que les choses n'arrivent pas overnight. Overnight success does not exist. Bon, c'est un peu la preuve. Donc le gars, il a galéré pendant 10 ans, mais il était toujours incertain. Il s'est même fait bannir par sa banque. Sa banque, qui trouvait qu'il était un peu trop agressif dans sa gestion de ses finances, a fini par le bannir. Mais cette banque-là, elle n'avait pas raison. Elle avait totalement tort. Et du coup, après une lutte acharnée, il réussit à faire payer à la banque, à faire prendre cher à la banque qu'il avait banni. Nike a fait face à plusieurs problèmes qui ont failli faire couler l'entreprise. Et un autre problème majeur était un complot organisé par d'autres grands fabricants de marques d'accessoires de sport. Ils ont comploté pour que Nike paye de l'argent à l'État américain, de l'argent que Nike n'avait pas. Comme je vous ai dit au début de ce podcast, Nike a eu un tas de problèmes. Et en plus des problèmes avec la banque Onitsuka, il y a eu un autre problème. Un complot organisé par d'autres grandes sociétés, d'autres grands fabricants de vêtements et d'accessoires de sport. Ils étaient jaloux du succès de Nike et ils sont allés faire un complot pour que Nike paye une somme faramineuse au gouvernement américain. Et certains membres du gouvernement américain étaient dans le complot. Bon, d'après sa biographie, la biographie de Phil Knight, il dit que c'était chaud. On lui demandait de payer 25 millions de dollars qu'il n'avait pas. Nike était encore tout petit à l'époque. Et même si Nike avait cet argent-là, ils allaient faire faillite en essayant de se procurer cette somme. Donc du coup, ça l'ennuyait tellement que le gars, il a failli faire un burn-out. Il a passé des semaines où il ne dormait pratiquement pas. Bref, c'était chaud et le gars, il entre dans les détails. Et la façon dont il a réussi à se sortir de ce pétrin, c'était en allant voir d'autres membres du gouvernement américain, s'associant avec eux et faisant en sorte qu'ils essaient un peu de représenter Nike et d'améliorer les choses. La seule façon de combattre le gouvernement américain était en ayant des alliés au sein du gouvernement américain. Et c'est comme ça qu'il a réussi à se sortir de ce pétrin. Bref, c'est très long et je ne pourrais pas lire le passage ici. Mais il y a un autre truc qu'on devrait retenir de l'histoire de Nike. Phil Knight étant un sportif, avec Bowerman, son cofondateur, qui était aussi un sportif, un athlète, il comprenait les athlètes. Il comprenait ces gens-là qui poussaient leur corps à des limites jamais atteintes auparavant. Et du coup, il était là pour eux. Il était vraiment là pour les athlètes de haut niveau. Nike était l'une des premières marques à faire des endorsement deals, donc des sponsoring. Et ces sponsoring-là étaient très rentables pour Nike. À l'époque, Phil Knight, il n'y croyait pas trop. C'était genre une idée comme ça. Et son premier sponsoring était de 5 000 $. Et pour lui, 5 000 $ était une somme folle. 5 000 $ sur une année, hein. Pas 5 000 $ par jour ou par mois. Non, une année. Et dans le livre, il raconte aussi l'histoire d'un athlète. Il voulait faire signer cet athlète chez Nike. Mais Adidas voulait aussi faire signer cet athlète. Du coup, Adidas a dépensé 100 000 $ sur une année. Une somme de 100 000 $ par an, pour signer cet athlète-là. Et du coup, Phil Knight, voyant ça, il s'exclama en disant « Plus jamais on ne verra un deal de sponsoring aussi élevé. » Mais le futur allait prouver qu'il avait complètement tort. Vu que plus tard, Nike, sa société, même la société qu'il a bâtie, allait faire des sponsorings à plusieurs millions de dollars avec des athlètes comme LeBron James ou Michael Jordan. Et pour revenir au fait que Nike était vraiment là pour les athlètes, il y a cette anecdote dans le livre que j'aimerais partager avec vous. C'est l'histoire d'un athlète de l'époque qui s'appelait Pre. Et c'était un athlète d'Oregon. Il était la fierté
de l'État d'Oregon aux États-Unis. C'est l'État où Nike est situé, où le fondateur de Nike a grandi, où il est né, quoi. Et du coup, cet athlète a été doué dans la course à pied. Mais le problème, c'est que hors compétition, il n'avait pas de moyens de se faire de l'argent. Donc du coup, il fallait qu'il fasse des jobs un peu bizarres qui n'avaient rien à voir avec son sport. Et les gars de chez Nike, ils n'aimaient pas ça. Bon, voici, je vous lis ce passage qui explique mieux l'histoire de Prey. Avant tout, Prey était fauché. Les ignorants et les oligarques qui gouvernaient le sport amateur américain à l'époque avaient décrété que les athlètes olympiques ne pouvaient pas toucher d'argent de sponsoring ou d'argent gouvernemental, ce qui signifiait que nos meilleurs coureurs, nageurs et boxeurs étaient réduits à la pauvreté. Pour survivre, Prey travaillait parfois comme barman à Eugene et parfois il courait en Europe, prenant de l'argent illicite des organisations de courses. Bien sûr, ces courses supplémentaires commençaient à causer des problèmes. Son corps, en particulier son dos, commençait à lâcher. Chez Blue Ribbon, nous nous inquiétions pour Prey. Nous parlions souvent de lui formellement et informellement dans le bureau. Finalement, nous avons mis au point un plan pour l'empêcher de se blesser, pour éviter la honte de le voir mendier. Nous l'avons embauché. En 1973, nous lui avons donné un travail, un salaire modeste de $5,000 par an et l'accès à un condo à la plage appartenant à Cal, à Los Angeles. Nous lui avons également donné une carte de visite qui indiquait directeur national des affaires publiques. Les gens fronçaient souvent les sourcils et me demandaient ce que cela signifiait. Genre, on a créé un poste juste pour l'athlète chez Nike. Je fronçais les sourcils en retour et je disais, cela signifie qu'il peut courir vite. Cela signifie également qu'il était notre deuxième athlète célèbre endorsé. Donc voilà à quel point Nike soutenait les athlètes. Je pense que ce genre d'action a beaucoup joué en leur faveur. L'image de la marque, le fait qu'ils soient vraiment là pour les athlètes. C'est juste un petit exemple parmi tant d'autres. Nike soutenait vraiment les athlètes. Je vous conseille vivement de lire sa biographie. Il y a des détails vraiment chauds. Il va dans les détails. Bon, là je me répète. Mais je ne peux pas cesser de me répéter, le livre est trop bien. Et le lien est dans la description, si vous voulez le livre. Et il y a aussi la note de fin qu'il a laissée qui est très 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 touchante, très inspirante. C'est le gars, il raconte ses regrets, il parle de ses regrets, il parle des moments forts de sa vie et il donne surtout un conseil à la nouvelle génération. En fait, j'aimais Nike, mais après avoir lu sa biographie, là je suis devenu encore plus fan de Nike. Bon, voici ce qu'il nous dit à la fin. Dieu, comme j'aimerais revivre toute cette expérience. En attendant cela, j'aimerais partager les hauts et les bas de cette expérience afin qu'un jeune homme ou une jeune femme quelque part, traversant les mêmes épreuves et les difficultés, puisse être inspiré, réconforté ou mis en garde. Peut-être un jeune entrepreneur, un athlète, un peintre, un romancier pourrait persévérer. C'est le même élan, le même rêve. Ce serait bien de les aider à éviter les découragements typiques. Je leur dirais de faire une pause, de réfléchir longuement à la façon dont ils veulent passer leur temps et avec qui ils veulent le passer pour les 40 prochaines années. Je dirais aux hommes et aux femmes dans leur vingtaine de ne pas se contenter d'un emploi, d'une profession ou même d'une carrière. Cherchez une vocation, même si vous ne savez pas ce que cela signifie. Cherchez-la. Si vous suivez votre vocation, la fatigue sera plus facile à supporter. Les déceptions seront un carburant. Les hauts seront comme rien de ce que vous avez jamais ressenti. J'aimerais avertir les meilleurs d'entre eux, les iconoclastes, les innovateurs, les rebelles, qu'ils auront toujours une cible dans leur dos. Plus ils sont bons, plus la cible est grande. Ce n'est pas l'opinion d'un seul homme. C'est une loi de la nature. Et ceux qui exhortent les entrepreneurs à ne jamais abandonner, c'est des charlatans. Parfois, il faut abandonner. Parfois, savoir quand abandonner, quand essayer autre chose, c'est du génie. Abandonner ne veut pas dire s'arrêter. Ne vous arrêtez jamais. La chance joue un grand rôle. Oui, j'aimerais reconnaître publiquement le pouvoir de la chance. Les athlètes ont de la chance. Les poètes ont de la chance. Les entreprises ont de la chance. Le travail dur est essentiel. Une bonne équipe est indispensable. L'intelligence et la détermination sont inestimables, mais la chance peut décider du résultat. Certaines personnes pourraient ne pas l'appeler la chance. Ils pourraient l'appeler le Tao, ou Logos, ou Dharma, ou Esprit, ou Dieu. Disons les choses ainsi. Plus vous travaillez dur, meilleur sera votre Tao. Et comme personne n'a jamais défini adéquatement le Tao, j'essaie maintenant d'aller régulièrement à la messe.
je leur dirais, ayez confiance en vous, mais ayez aussi confiance en la foi. Pas la foi telle que les autres la définissent, la foi telle que vous la définissez, la foi telle que la foi se définit elle-même dans votre cœur. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de sa vie? Déjà, il y a son style de leadership, leadership style, comme on dit en anglais. Son leadership pouvait être résumé en une seule phrase qui dit, je cite, « Ne dites pas aux gens comment faire les choses. Dites-leur ce qu'il faut faire et laissez-les vous surprendre par les résultats. » En gros, c'est comme ça qu'il gérait son équipe chez Nike. Le gars, il laissait libre cours à ses gens, leur imagination. Il leur disait, « Je veux que vous fassiez ça. » Et après, il attendait les résultats. Bref, la phrase dit tout. Et en fait, dans le livre, il parle de cette façon de faire les choses. Et il disait aussi qu'il ne donnait pas beaucoup de compliments. Il disait que quand son collaborateur fait un truc qui est bon, il disait « not bad », genre en mode « c'est bon, c'est bien » et pas plus. La vie de Phil Knight nous apprend aussi qu'il y aura toujours des difficultés. Malgré le fait que vous soyez assis, vous ayez de bons utilisateurs très loyaux, même si vous avez des millions dans votre compte en banque, il y aura toujours des difficultés. Le gars a fait face à des difficultés vraiment niveau suprême, quoi. Donc si on était dans un jeu vidéo, ça serait niveau suprême. Bref, mais le truc c'est qu'il ne laissait pas ces difficultés prendre le dessus. Il se battait toujours. Et comme il le disait, je cite, « Quelqu'un arrivera peut-être à me battre. Un banquier, un créancier ou un concurrent pourra peut-être m'arrêter. Mais par Dieu, ils vont devoir saigner pour y arriver. » Et donc, en gros, le gars, il explique en cette phrase-ci, il résume son état d'esprit. Vous pouvez peut-être réussir à l'arrêter, mais vous allez devoir saigner pour y arriver. Et le gars, il appliquait ça. Et une autre leçon, c'est qu'il faut se donner à fond. Quelle qu'en soit la situation, donnez-vous à fond. Et c'est ce qu'il faisait. Et c'est pour ça que Nike a grandi aussi vite et Nike est devenu aussi immense. Il veillait à au moins doubler les ventes de Nike chaque année. Genre une croissance de 100% sur plusieurs années, quoi. Donc, et voici ce qu'il disait qui résume ça. Je refusais même de considérer la possibilité de commander moins de stock. Croître ou mourir, c'est ce en quoi je croyais. Peu importe la situation. Sa biographie nous apprend aussi qu'il est très important, il est même primordial de s'entourer des bonnes personnes. Il faut avoir une très bonne équipe. Déjà, dès les débuts de Nike, on voit dès le premier employé, Johnson, était un employé excellent. Le gars, il prenait Nike comme son bébé. Il se donnait à fond, il faisait tout ce qu'il fallait pour que Nike réussisse. Et le prendre dans l'équipe de Nike fut une très bonne décision. Il y avait aussi Bowerman, le coach, qui apportait beaucoup de choses à Nike, ses inventions. Il était toujours en train de mesurer les pieds des athlètes, tester de nouvelles chaussures. Il croyait dur comme fer que avoir une bonne chaussure faisait une grande différence. Et il avait raison. Et Nike l'a prouvé. Il faut toujours avoir une bonne équipe. Même plus tard, des années, des décennies plus tard, le gars, quand il parle de l'histoire de Nike, il parle de l'équipe de base et il dit à quel point ils étaient merveilleux. Une autre leçon, c'est que vous vendez mieux quand vous croyez en ce que vous vendez. Et l'exemple, au début de cet épisode, j'ai parlé de son expérience avec la vente d'encyclopédies qui était catastrophique. Et après, il a vendu la mutual funds qui était un peu mieux. Il était un peu mieux dans la vente des mutual funds. Et plus tard, il s'est rendu compte qu'il était absolument meilleur dans la vente de chaussures de sport parce qu'il croyait en ça. Et une autre chose qu'on apprend encore dans ce livre, c'est que l'un de ses plus grands regrets était qu'il aurait voulu être plus présent dans la vie de ses enfants, de sa famille. Et bon, c'est un regret, mais ça nous apprend quand même que malgré toutes les réussites, être présent dans la vie de ceux qu'on aime compte. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.